BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Le marché de la pub vous intéresse, vous aimez la communication, le marketing, eh bien vous êtes au bon endroit. Nous recevons ce week-end Laurence Bordry, la présidente du club des annonceurs. Nous reviendrons avec elle sur la dernière édition de Brand Immersion, un événement 100% digital cette année. Après Burger King qui appelle à commander McDo, Intermarché interpelle Amazon, une communication par publicité interposée. On revient sur ces échanges dans un instant avec notre chroniqueur Valérie Potin. Et si s'affranchir du neuf était la prochaine liberté à conquérir, Back Market pose la question dans son premier film de marque. Un film réalisé par l'agence Marcel. Son directeur de la création, Gaëtan Dupelou, sera sur notre plateau pour le Zoom du jour. Voilà le sommaire. On commence donc comme à chaque fois par les nouvelles de la semaine dans le monde de la pub. BFM Business, Hebdocom, les news. Et comme chaque week-end, j'accueille avec plaisir mon compère de CB News, le rédacteur en chef Frédéric Roy. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et aussi avec grand plaisir, Julien Rizzo de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, vous avez fait le calcul, nous sommes à J-40 de Noël et Coca-Cola dévoile déjà sa campagne pour cette fête de fin d'année. Oui, c'est la 100e campagne de la marque pour fêter Noël. Elle a donc fait les choses en grand dans ce film. On suit l'histoire d'une petite fille qui écrit une lettre au Père Noël et qui demande à son père de l'envoyer, sauf que son père part au travail et oublie de la poster. Il part alors à l'aventure pour se rendre directement à la maison du Père Noël. Il traverse une île, des montagnes et des océans pour enfin arriver à son but. Sauf qu'il arrive trop tard, le Père Noël est parti faire sa tournée de cadeaux. Surgit alors de nulle part un camion de livraison Coca-Cola à bord duquel il monte. Le camion le ramène chez lui. Arrivé devant sa maison, le papa décide enfin d'ouvrir la lettre de sa fille. Il découvre qu'elle avait demandé pour Noël de ramener son père à la maison, un vœu exaucé puisqu'au volant du camion Coca-Cola se trouvait le Père Noël, une publicité émouvante signée Weydon & Kennedy London. Elle sera diffusée dans 91 pays et dès le 21 novembre prochain en France. Allez, on reste sur la thématique Noël, Julien, avec cette polémique autour de la nouvelle publicité de Bouygues Télécom. Oui, une touche d'humour qui passe mal avec la crise sanitaire. Dans la publicité de Bouygues, on suit une famille dans un van qui se rend au dîner de Noël, un dîner organisé par une des filles de la famille. La famille l'appelle et prévient de son départ, sauf que l'organisatrice du dîner oublie de raccrocher. Une situation plutôt cocasse puisqu'elle explique à son compagnon tous les petits travers des membres de la famille. Tout le monde y passe, comme la tante qui offre toujours le même livre en cadeau, ou le cousin qui ramène toujours des huîtres pas fraîches pour le repas de Noël. Il n'en fallait pas moins pour susciter la colère des ostréiculteurs. Une vingtaine d'entre eux ont manifesté mardi devant une boutique de l'opérateur Télécom. Pour le président d'un syndicat ostréicole, la publicité pointe du doigt une profession qui a déjà des difficultés avec la crise sanitaire et la baisse du prix des huîtres. Un message entendu par l'agence BETC qui a réalisé le spot et par Bouygues Télécom. Après avoir retiré la publicité de YouTube, BETC l'a refaite en disant cette fois-ci que le cousin a mangé toutes les huîtres. Eh ben, on en mangera tous à Noël. Et puis pour finir, Julien, vous nous proposez des idées de cadeaux avec le journal L'équipe qui se diversifie. Oui, le journal a lancé cette semaine sa boutique en ligne. On y trouve mugs, sacs, gourdes, porte-clés, mais aussi des t-shirts, des polos, des sweats et des marinières. Au total, il y a 19 produits pour l'instant. Avec cette boutique, l'équipe veut valoriser son patrimoine et renforcer les liens avec son public, mais pas seulement, puisque le média met également en valeur le savoir-faire français. 100% des vêtements de la gamme sont made in France. Pour accompagner ce lancement, l'équipe va mener une campagne sur les réseaux sociaux. Frédéric, c'est à votre tour et je crois que cette semaine, vous êtes encore séduit par DDB Paris avec une nouvelle campagne. Racontez-nous. C'est une campagne qui risque, elle aussi, de ne pas faire plaisir à tout le monde. Voilà, c'est une campagne d'Amnesty pour Amnesty International sur les violences policières, avec des détournements d'images sur ce qu'est ou n'est pas une violence policière, puisqu'à chaque fois, le débat est de savoir si les actions de la police étaient en rapport avec la situation. Il y a toujours cette discussion. DDB et Amnesty trouvent un moyen assez détourné en rendant des images dramatiques, un petit peu comme des petites scènes comiques, posant la question, voilà, avec des petits dessins sur des photos, posant la question de savoir si ça ou ça n'est pas une violence policière. En tout cas, c'est efficace. Je pense que ça va faire parler aussi. Et on verra ce que ça donne. On en parlera. Merci Frédéric, merci Julien Rizzo pour ces news. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Hebdocom. L'invité. Et c'est la présidente du Club des annonceurs qui est avec nous. Bonjour Laurence Bordry. Bonjour Marie. Alors le Club des annonceurs vient de tenir Move, un événement digital en raison du contexte actuel, et l'occasion de dévoiler les résultats de votre étude annuelle menée avec Kantar, The Brand Immersion. On va en parler. Parmi les tendances qui se dégagent, il y a la digitalisation qui s'accélère. C'est une opportunité aujourd'hui pour les marques de se digitaliser ou c'est une obligation ? Alors c'est les deux, j'ai envie de vous dire. En fait, cette étude, et c'est intéressant, elle devait être livrée au mois de mars. Et malheureusement, on n'a pas pu faire l'événement au mois de mars parce qu'on était tous confinés. Donc on a décidé d'aller revérifier en fait entre mars et le 5 novembre, le jour où on a fait notre événement digital cette fois-ci, si effectivement toutes ces nouvelles tendances étaient toujours là et s'il y avait des nouveautés ou pas. Ce dont on s'est aperçu, c'est que c'est de l'accélération. Il y avait effectivement déjà des éléments autour de l'hyper-digitalisation et je dois dire que là on y va à marche forcée et on le voit encore, nos petits commerces qui ne peuvent pas ouvrir se sont organisés, j'ai vu ça récemment, avec des plateformes locales, donc on parlera du local tout à l'heure, pour pouvoir délivrer leurs produits. Donc on est effectivement dans cette accélération, donc dans l'hyper-digitalisation. De fait, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre l'étude, la V1 de pré-Covid, on va dire, et l'actuelle ? Alors, ce qui a changé, c'est l'inquiétude. Évidemment, l'anxiété, et on la comprend. Et donc, des choses intéressantes au niveau des territoires d'expression. On voit que les consommateurs ont beaucoup plus envie aujourd'hui d'être dans la slow life, de revenir à leur cocon. Donc il faut que les marques aussi s'adaptent à ça, qu'elles soient dans l'utilité aussi, quel est le sens, quelle est la raison d'être de ma marque, comment je peux apporter du service, comment je peux aider mon consommateur. Donc ça, c'était un élément fort. Le deuxième, effectivement, et c'est lié à la digitalisation, c'est comment je vais pouvoir rendre des services pour protéger aussi mes consommateurs. Donc le contactless, chez Accor par exemple, on propose aujourd'hui des services certifiés, on fait un partenariat avec AXA. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues vraiment dans l'étude Kantar. Parce que je le rappelle, vous êtes aussi vice-présidente Lab Innovation Marketing Global d'Accor. Voilà pourquoi vous nous parlez d'Accor aujourd'hui aussi. Concrètement, aujourd'hui, la priorité, c'est le parcours client sur le web. Alors, je vais faire juste un peu de recul. Ce dont on s'aperçoit dans cette étude du Club des annonceurs et avec Kantar, ce sont vraiment que les marques qui réussissent en fait à définir un engagement, une raison d'être qui ait du sens, sont les marques qui performent aujourd'hui. Donc ça, vous avez des exemples à nous donner ? Un élément fort. J'ai envie de parler de marques que vous connaissez, évidemment, la Maïf, Michelin. Donc ce sont des marques qui dépassent en fait leur propre industrie et qui vont aller dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'est intéressant parce qu'on se ressent sur le consommateur, on essaye de comprendre en fait ses moments de vie, de quoi il a besoin. Et on remet de l'humain en fait. On met beaucoup d'humain, on réélargit la chaîne de valeur et ça, ce sont les marques qui réussissent. Vous avez l'exemple en Chine de Didi, qui est l'Uber chinois, qui va à la fois aujourd'hui proposer des bornes de recharge, de l'assurance. Donc on voit vraiment que les marques aujourd'hui, elles élargissent leur vision. Je mettrai juste un petit warning là-dessus. C'est évidemment, si on s'élargit, on overlap sur d'autres secteurs et d'autres marques. Donc, effectivement, on peut disrupter, mais on peut être disrupté aussi. Par d'autres, oui. Mais justement, aujourd'hui, les marques, on l'a vu, on le voit dans la façon dont Burger King invite à aller chez McDo, on en parlera tout à l'heure dans la chronique, mais les marques sortent complètement de leur rôle de marque qui, globalement, est de vendre des produits à des clients, quelle que soit la nature du produit, pour devenir des acteurs de la société. Est-ce qu'elles ont raison de faire ça ? Est-ce que pour le coup, les consommateurs reçoivent ça
de la bonne manière? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on va parler de confiance. Effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est la confiance dans le pouvoir politique. Est-ce que ce qu'on me dit tous les jours au journal télévisé et toutes les grandes allocutions, masque, pas masque, enfant à l'école, pas à l'école. Donc, finalement, les marques deviennent aujourd'hui des vecteurs de confiance et des guides. Donc effectivement, ça change la donne et donc ça pousse les marques aussi à devenir elles aussi responsables et à définir leur raison d'être. Parce que je me permets d'ajouter ça. Effectivement, on voit bien que les sujets de responsabilité sociale et environnementale sont clés, que toutes les marques s'y engagent, sauf qu'on a assisté à quoi? À un brouhaha des marques. Donc un problème d'émergence et d'attribution. Et donc ça pose vraiment la question de qui je suis, quelle est ma raison d'être. Et ça, c'est un vrai enjeu pour les marques aujourd'hui de se redéfinir. Beaucoup de marques ont mis en pause un peu leur communication pendant le premier confinement. Là, il y a le deuxième confinement, donc parfois elles repoussent un peu leur prise de parole. Comment, au sein du Club des annonceurs, vous accompagnez du coup vos membres ? Alors, on va essayer, parce qu'il y a des contingences budgétaires, parce qu'il y a des directions financières qui sont derrière le dos de nos directeurs marketing, on va essayer de faire peut-être mieux, d'être beaucoup plus dans la pertinence. Donc on va écouter beaucoup plus la data, on va essayer de comprendre beaucoup plus les consommateurs, donc on va pousser nos marques aussi à partager beaucoup plus ensemble, et ça c'est une vraie évolution. C'est qu'on analyse en fait les données clients, c'est ça? On analyse beaucoup plus les données, on n'est plus dans le culte du secret. On partage avec d'autres entreprises, on crée des partenariats, on essaye, on explore des voies, on est dans le test and learn. On innove. Donc ça, c'est vraiment, on teste des choses, on explore. Et les médias, vous utilisez les médias différemment parce que il y a aussi cette relation-là, la marque, le média et le consommateur. Le fait qu'on vive une situation très particulière, ça pousse aussi les marques à se poser la question sur la manière dont elles utilisent les médias. Oui, alors première chose, vous êtes des marques, vous aussi les médias. Oui. Donc vous êtes des marques de confiance. Et on voit aujourd'hui que cet item de confiance est important pour le consommateur. Donc on va dire les médias installés, traditionnels, sont des médias de confiance. Donc sont plutôt ces médias qui sont privilégiés par les consommateurs. Et c'est intéressant et c'est un paradoxe. Aujourd'hui, les investissements publicitaires se reportent beaucoup plus ou se développent beaucoup plus sur la partie digitale. Donc on sent qu'on a des consommateurs qui ont besoin d'aller chercher de l'information et de la vraie information autour de vos médias et en même temps les directions marketing vont investiguer les médias digitaux dans lesquels on peut se poser la question de l'origine de l'information. Nous le ressentons bien. Vous le ressentez très bien. En effet. Mais donc on va pousser nous aussi là-dessus, donc on va aider sur ce chemin-là. Merci Laurence Bordry d'avoir été avec nous aujourd'hui. La présidente du Club des annonceurs était sur le plateau d'Hebdocom. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Il nous fait toujours rire, mais il est pourtant bien sérieux, notre chroniqueur Valérie Potin, spécialiste des médias et des stratégies de marque. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, nous revenons avec vous sur cette tendance dans la pub ces derniers jours. On a vu des marques qui communiquent et s'interpellent entre elles par publicité interposée. Oui, absolument. C'est un des effets inattendus du coronavirus sur le comportement des marques. Après avoir utilisé leur temps de parole pendant la première phase, enfin pendant le premier confinement, pour nous faire passer un certain nombre de messages utiles, citoyens ou de soutien. Là, elles expérimentent depuis quelques jours un nouvel usage un petit peu plus altruiste, un petit peu plus inattendu aussi de leur publicité. Ce sont des publicités maintenant où elles se mettent à communiquer entre elles, elles se répondent, elles s'interpellent, ce qui était déjà pas courant en publicité, mais surtout ce sont des publicités où elles vont jusqu'à valoriser d'autres produits de marque et parfois même des marques concurrentes. On a eu par exemple, et vous l'avez cité en introduction, début novembre Burger King qui a pris la parole pour inciter le public à commander chez McDo, mais aussi chez KFC, Domino's Pizza et autres Big Fernand.
Cette semaine, c'est le grossiste Métro qui, lui, justement, a investi les médias pour dire merci Burger King et profiter au passage, rappeler au passage qu'il était aussi possible d'aller commander dans les petits restos de quartier. Et puis, dans un registre un petit peu plus taquin, on a eu aussi Intermarché qui s'est fendu d'une campagne titrée Désolé Amazon pour annoncer le lancement d'un drive solidaire pour soutenir le commerce, les commerces dits non essentiels type librairie. C'est vraiment de l'altruisme qui les pousse, ces annonceurs, à faire ça? Bien sûr que non, pardon, c'est ce que je voulais dire. Non, alors sans dénigrer évidemment ces prises de parole qui vont quand même aider à soutenir l'activité économique et la survie des commerces. Les initiatives, elles poursuivent, c'est vrai, en réalité et parfois même en priorité, d'autres objectifs. Si on prend le cas d'Intermarché, on est typiquement dans une stratégie de contre-feu, c'est-à-dire que l'enseigne et à travers elle tous les acteurs de la grande distribution auxquels on reproche depuis des années de tuer le petit commerce, faut pas l'oublier. Là, ils essaient justement de faire porter la responsabilité à Amazon, qui a une responsabilité, mais qui est loin d'être le seul. De la même manière, quand Burger King incite à commander chez McDo, là, la marque, elle se retrouve finalement dans son rôle de challenger qu'elle a depuis son retour en France sur le marché. Elle propose une communication décalée, une communication un peu opportuniste, originale, qui a davantage vocation à nourrir l'image justement de marques cool et dynamiques, et puis aussi de la mettre en opposition avec les marques, avec ces grosses enseignes qui sont peut-être un petit peu plus plan-plan, on va dire. Et puis, faut pas oublier que faute de disposer d'un réseau finalement de restaurants suffisamment développé, elles travaillent leur préférence de marque et le leadership psychologique, parce que Burger King a quand même un leadership psychologique. Et puis enfin, on parlait de Métro. Métro, quand Métro rappelle que un vrai Whopper c'est sympa, mais qu'une blanquette chez Lulu c'est pas mal non plus, c'est une manière aussi de réorienter, d'utiliser le message et la campagne de Burger King au profit des petits restaurateurs, certes, mais des petits restaurateurs qui, contrairement aux grandes enseignes, viennent se fournir chez Métro. Voilà. Ça peut marcher, ça alors, Valérie ? Ça peut au moins contribuer. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde de communication et d'image, donc tout ce qui n'est pas dit n'existe pas. C'est un monde aussi qui a horreur du vide, donc c'est un monde où les marques doivent occuper l'espace en communiquant ni trop ni trop peu, pour répondre aux attentes des consommateurs. Et ce sont des consommateurs qui aujourd'hui demandent aux marques de s'engager, de faire preuve d'altruisme, de faire preuve de générosité, de sincérité, etc. Et sur tous ces points, et à travers les dernières pubs dont on vient de parler, elle coche à peu près toutes les cases, à part peut-être celle de la sincérité, qui n'est pas toujours facile à prouver. Mais Marie, les yeux dans les yeux, franchement, est-ce qu'à ce stade de la crise, c'est important ? Les yeux dans les yeux, carrément. C'est super sincère du coup. Allez. Merci Valérie Potin. Tout de suite, on parle de la com d'une marque qui veut challenger les géants de la tech. C'est Back Market. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Zoom aujourd'hui sur le premier film de marque de Back Market, la plateforme française qui propose des produits technologiques reconditionnés. Et pour en parler, Gaëtan Dupelot est en plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la création de l'agence Marcel qui signe donc cette nouvelle campagne pour Back Market. Pour commencer, pour ceux qui nous écoutent en radio, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que l'on voit dans cette publicité ? Alors oui, bien sûr. Donc ce film publicitaire, c'est un film à chute. Donc au départ, on voit toute une série de portraits de gens qui sont très libres, sur une musique des Isley Brothers qui crie, un grand cri de liberté, freedom. Voilà. Et donc c'est en gros une grande célébration de toutes ces libertés, la liberté d'aimer qui on veut, d'être qui on veut, de s'habiller comme on veut et de s'accepter comme on est. On voit un punk aux cheveux bleus, par exemple. Exactement, voilà. Une femme avec des poils sous les bras. Exactement. Voilà, une femme avec des poils sous les bras. Et donc c'est une grande célébration de toutes ces libertés. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, ce film, il passe dans un tunnel publicitaire et je suis pas convaincu qu'il y a quelques années, on aurait pu passer un film comme ça. Et donc, à la fin, on découvre que ces gens, si libres soient-ils, ils font quand même la queue devant le Temple du Neuf, derrière des barrières, pour sans doute
aller lâcher un chiffre peut-être avec 3 zéros derrière dans le dernier téléphone à la mode. Voilà. Exactement, pas si libre que ça. Alors, en fait, le message qu'on veut faire passer, ce qu'on veut dire aux gens derrière tout ça, c'est génial d'être libre comme on est aujourd'hui. Maintenant, il y a peut-être un combat à mener, qu'on n'a pas encore mené, c'est de faire évoluer un peu notre façon de consommer et notamment notre rapport au neuf. Ouais. Alors, d'ailleurs, dans le film, ça ressemble beaucoup à une boutique avec d'une marque qui a une pomme pour logo. Et comme par hasard, vous sortez le film à peu près au moment où cette marque sort son dernier téléphone. C'est un hasard? C'est un pur hasard. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais Back Market, c'est une boîte française qui propose un système alternatif, hein, une nouvelle manière de consommer. Donc forcément, les gens qui sont un peu établis, ça... C'est vrai que la publicité reprend les codes et les références d'Apple. C'est une pique assumée de la part de Back Market de déployer une publicité comme ça? Alors, je ne pense pas que Back Market vise une marque en particulier. Encore une fois, ce qu'ils proposent, eux, c'est une alternative au mode de consommation que ces grosses boîtes de tech proposent. Ils ne sont pas du tout en train de juger la qualité de leurs produits. Ouais, mais justement, en fait, le paradoxe au fond, et même pour une agence de pub, c'est que vous faites quelque part la promotion du recyclage, du non-neuf, etc., alors qu'on est quand même dans une société et, entre autres, vos clients, l'essentiel de vos clients, vendent des produits neufs. Donc il n'y a pas une espèce de petite contradiction là-dedans Ah non, je crois pas. En tout cas, chez Marcel, nous, notre motto, c'est faire les choses qui changent les choses. On accompagne un grand nombre d'entreprises françaises et internationales, justement, dans leur transition, par exemple notamment Carrefour, qu'on accompagne et qui veut devenir le leader de la transition alimentaire pour tous. Toutes ces missions, elles nous tiennent vachement à cœur. Ça fait des années qu'on le fait pour tout un tas de marques. Et j'ai envie de vous dire, une entreprise, en français, on appelle ça aussi une société. Nous, on pense que les sociétés, les entreprises, elles ont un rôle à jouer dans la société. C'est comme nous, c'est une façon pour vous de participer à ce mouvement, d'accompagner des marques comme ça qui défendent des valeurs qui sont un peu les mêmes que les vôtres finalement. Oui, en fait, les entreprises, elles ont des droits et des devoirs. C'est comme nous, on est citoyens, on a des droits et des devoirs. Et je pense que la donnée la plus importante dans notre métier de publicitaire, c'est de savoir capter notre époque, de capter le temps. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde entier, si vous l'avez trop tôt ou trop tard, elle fera pchit. Et je pense que nous, on doit juste accompagner les entreprises dans leur époque. Alors pour revenir à ce premier film de marque de Back Market, les anciennes publicités de la marque étaient souvent courtes, axées sur l'humour. Aujourd'hui, c'est un véritable film de marque. Comment explique-t-on cette évolution ? Alors, on va dire que toutes les prises de parole de cette marque, de toute façon, ont pour but de nourrir le développement et la croissance de cette entreprise. Après, nous, en général, on a deux manières de communiquer. Il y a des films qui sont plus business, on va dire des campagnes qui sont plus business, création de trafic. Et donc ça, c'est plutôt des campagnes, on va dire, avec des retours sur investissement courts et mesurables. Et puis, il y a tout un travail aussi qu'on fait sur la marque. Donc, qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je propose, quel est mon rôle dans la société et quel est aujourd'hui, celui on assoit le rôle de la marque en fait dans ce film, c'est ça ? Tout à fait. En fait, on montre, on transmet la vision de l'entreprise et son rôle, ce qu'elle nous propose à nous dans la société. Elle nous propose un système alternatif qui est sans doute meilleur pour le consommateur, parce qu'un peu plus de pouvoir d'achat, et sûrement meilleur pour la planète, parce que évidemment le bilan carbone
d'un produit reconditionné est moindre. Tout à l'heure, vous disiez rappeliez que Back Market, en dépit de son nom, était une marque française, et elle signe New is Old. C'était obligé de le faire en anglais. Alors, justement, ils sont sur un marché qui est le marché de la tech, qui est quand même un marché qui est bourré d'anglicismes et qui est voilà, c'est un peu un code de secteur. Et puis ça a beau être une boîte française, elle a de grandes ambitions. Et elle est d'ailleurs notamment en train de se lancer aux États-Unis en ce moment. Alors vous nous en parliez justement en préparant cet entretien. Aux États-Unis, il y a une campagne qui est lancée en ce moment, mais c'est pas par votre agence, et puis le message n'est pas le même. C'est-à-dire que les Américains sont pas prêts à entendre ce message qu'il faut acheter du reconditionné. Alors non, c'est juste qu'ils sont pas. Encore une fois, on en revient au temps, mais c'est pas encore le moment. C'est-à-dire que il faut d'abord, quand on veut changer les mentalités, on peut pas tout changer d'un coup. C'est pas possible. Il faut avoir un calendrier, il faut essayer d'y aller étape par étape. Donc la première étape, c'est déjà de faire la pédagogie de qu'est-ce qu'est le reconditionné. Donc le reconditionné, nous, c'était la première étape qu'on avait fait en France. Avec votre campagne avec la première campagne qui finalement présentait le deal de manière très honnête aux gens, c'est-à-dire oui, le reconditionné, c'est des téléphones qui ont déjà servi, qui peuvent avoir un petit défaut, une micro-rayure, 1% de batterie en moins, etc. Mais de l'autre côté, vous pouvez l'acheter jusqu'à moins 70%. Voilà, le deal, il est posé. Donc on suivra l'évolution. Voilà. Exactement, voilà. Merci Gaëtan Dupelot d'avoir été avec nous. Le directeur de la création de l'agence Marcel. Hebdocom, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, qui est toujours à nos côtés avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.